Mon handicap ne se voit pas, il est invisible. Donc physiquement, on voit pas, mais pour comme la compréhension ou les choses abstraites, c'est compliqué. J'ai besoin qu'on mette dans les papiers donc administratifs pour gérer mon argent, m'organiser pour les rendez-vous, parce que quand j'ai des rendez-vous, des fois j'oublie de les noter et qui fait que je sais pas comment gérer. Quand j'ai su que il avait eu un handicap, à parler avec les autres quand j'étais jeune et encore maintenant, ça me fait mal parce que je me sentais différent. Donc quand il était différent, on me rejette. C'était surtout le cas en primaire. Ils ont décidé de me mettre en garde à vue pendant 48 heures. Quand il était interrogé, ils m'ont pas posé la question. Mais j'en ai pas parlé, parce que j'y avais pas encore à réaliser qu'il y avait un handicap, donc qui revient un peu comme au début, mais c'est pas qu'ils se sont pas intéressés, mais ils savaient pas. Donc fait que pendant mon interrogatoire, je parlais que des faits. Il avait un peu peur des autres détenus. Le fait d'avoir été en prison, même s'il était dans un quartier de santé aménagé, il pensait à vouloir me suicider. Quand il avait de l'argent, on me donnait une feuille, comme une feuille de cantine, mais que tu payes. Et je me suis acheté des gâteaux, du Nutella, de la confiture. S'il y a une personne qui dévie, qui se retrouve en garde à vue et tout, pour les policiers, même s'ils savent pas, moi j'en avais pas trop parlé parce que j'avais du mal de le réaliser, que j'avais un handicap. Si le juge voit qu'il a un problème, mais il veut le mettre en prison, ça va faire comme moi où j'ai essayé de faire ma tentative de suicide. Si certains médecins ne savent pas tout sur pour tout ce qui est handicap physique ou psychique, comme moi en ce moment, on va dire, un médecin donc contrôle judiciaire, mais il y en a un autre qui essaie de trouver des moyens comme déjà un traitement, donc comment gérer l'humeur, ça permet déjà d'éviter soit la prison ou soit autre, et l'aider dans la vie courante. Donc moi je suis la maman d'un jeune adulte de 22 ans. Je l'ai adopté en Russie, il avait à l'époque 4 ans. Je dois être honnête, je ne savais pas du tout ce qu'était le SAF. J'ai découvert un petit peu après que du fait de l'origine de mon fils, il y avait un risque de prédisposition à cette pathologie. Alors, au début, qu'est-ce que j'ai fait? Au début, j'ai déjà essayé de remettre physiquement mon fils debout. Et j'ai fait un petit inventaire à l'après-vert de tous les hôpitaux où on est allé. Et au bout d'un moment, je disais, oui, mais il y a peut-être quelque chose d'autre. Peut-être l'alcoolisme fœtal. En tant que maman, j'avais essayé d'un petit peu de rechercher. Parce que, outre ces problèmes physiques, mon fils commençait à avoir des problèmes, je dirais, relationnels. Au niveau des filtres sociaux, il n'en a pas beaucoup, on va dire. Et puis, il y avait les difficultés classiques je dirais, de la scolarité. Les difficultés à apprendre, à se souvenir, etc. À aucun moment, j'ai repris les bilans, à aucun moment, il y a un de ces médecins qui était pour des enfants, je dis bien là on était encore dans les enfants, puisqu'on a commencé, il avait 4 ans, n'a essayé de se poser la question, est-ce que la maman, elle a peut-être raison? Ou est-ce que la maman, elle soulève peut-être une question? Non. Alors, je vais vous dire aussi,
j'ai adopté mon fils tout seul, donc j'arrivais avec une pancarte en plus gros comme ça, la maman qui couvre son fils, etc. Bon, voilà. Donc, il n'y a jamais eu, à aucun moment de tous ces établissements, une prise de conscience. Sachant qu'entre-temps, comme toutes les familles, je me débrouillais. Il a eu de la psychomotricité, il a eu de l'orthophonie, il a eu également l'orthoptiste. Ça, c'est pareil, il a eu des bilans. À ça, des bilans, on en a. Mais il n'en est rien ressorti au niveau de son handicap. À aucun moment. Et c'était tous des, je dirais, psychomotricité, orthophonie, orthoptiste, c'était tous des personnes de bonne volonté. Mais inconnues. Inconnues. La pathologie, on dirait qu'elle est inconnue. Alors, dans tous ces bilans, il a eu un bilan je dirais, de QI en 2009, pas pour voir son QI, parce que ça, on avait déjà une peut-être vague idée, mais ça a commencé à mettre des éléments sur ces problèmes. Donc, j'ai pris des notes, il n'y a pas de déficience intellectuelle globale, mais il y a certaines limitations. Une mémoire de travail fragile, ça, on la retrouve quasiment tout le temps. Une capacité d'attention visuelle incertaine. Alors, en plus, l'identification des concepts, tout ce qui est abstrait, c'est quasiment, je ne peux pas dire, impossible. La preuve, mon fils, quand il essayait de m'expliquer quelque chose qu'on appelle, nous, abstrait, il fallait qu'il prenne un papier, un crayon. Et c'est comme ça qu'il arrivait à essayer de me faire comprendre. Donc, je me suis dit, là, il va y avoir quand même quelque chose à faire, il manque quelque chose, c'est pas possible, j'arrive plus à le gérer, puisque, les comportements de mon fils sont qu'il est très tactile, nous allons dire. Et vous imaginez ce que donne cet aspect tactile quand un enfant arrive à l'adolescence. Grand moment de plaisir, si je peux me permettre. Alors là, il n'y avait déjà pas grand monde. Mais alors là, il n'y a plus personne. Carrément. Plus personne. Wouhou! Handicapé. Wouhou! La sexualité. Wouhou! Allez voir ailleurs. Et on fait comment? On fait comment? Vous vous en doutez, ça s'est fini en justice. C'est en justice. Donc là, je vous ai fait un petit peu le panneau médecine classique. Il a bien fallu que moi je sache ce qu'il avait. Donc j'ai dû carrément passer par la Belgique, voir une association en Belgique, je ne me rappelle plus trop comment je l'ai trouvé. J'y suis allée, j'ai expliqué les difficultés que je rencontrais, et la dame qui était médecin, qui avait également adopté les enfants, a dit « Mais madame, votre fils souffre du SAF ou du TSAF ». C'était évident pour elle. J'avais déjà, je dirais, un nom sur les problèmes. Mais après, il fallait que j'arrive, avec cet élément-là, à ce que mon fils, on essaie de l'aider. Il a fallu revenir en France. Alors, heureusement, c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler de l'association qui venait de se créer. Je suis allée à l'association. De ça, j'ai vu avec le docteur Germano. Et mon fils a été reçu par le docteur Germano en 2014 jusqu'en 2017, pardon. Et en 2015, j'ai un certificat comme quoi Pierre souffre de TSAF. Mais alors ça, je l'ai présenté après une quantité de fois inimaginable au médecin psychiatre. Parce que bien sûr, tous ces tentatives de suicide, scarification, je l'interdis d'aller acheter des carnets à la librairie, on habite au 3e étage, on essaie de passer par la fenêtre. On ne sait pas comment il n'est pas tombé et puis qu'il est revenu dans sa chambre. Voilà, donc au bout d'un moment, vous êtes seul, vous dites, je vais avoir de l'aide. Donc là, il y a eu le défilé des psychiatres. Alors là, je ne sais pas, je suis désolée s'il y a des psychiatres dans la salle. Vous n'êtes pas tellement nos copains. Je résume. Déjà, il y a eu un psychiatre de ville quand il avait 7-8 ans. Après, on est allé jusqu'à la maison des ados à Cochin. Ils essayaient, mais ils se focalisaient sur le fait que c'est l'enfant adopté. Problème de l'attachement, voilà.
bon, accessoirement peut-être élevé par une femme seule, etc. Ils ne voulaient rien entendre d'autre. Et moi je leur disais, oui, d'accord, mais il y a quand même ce problème de tactile, etc. et autres, je vous en passe. Et non, c'était l'enfant adopté, etc. Bon, peut-être des traumatismes, voilà. Et ça allait crescendo. On n'a eu aucune aide, aucune aide. Il y a eu des hospitalisations dans notre hôpital de secteur, donc je ne les compte pas. Il a presque fait un an et demi en fractionné à l'hôpital de secteur, qui pareil, je suis allée avec le petit fascicule, je suis allée avec le livre pour leur dire, voilà, regardez, je ne dis pas que j'ai raison, mais regardez, ça peut vous aider. Ah ben, le livre, il a dû prendre la poussière, hein. Mais bon, rien du tout. Et puis un jour, le service adolescent, il ferme, en juillet 2016. Alors on me dit, ben voilà, vous reprenez votre fils, qui va être suivi par le CMP adulte. CMP adulte, comment vous dire ça? C'était un entretien de mon fils, toujours en mon présence, mais j'étais en recul, tous les 6 semaines, montre en main, pas plus de 10 minutes. Et le psychiatre lui disait, tu sais, si tu continues comme ça, tu vas finir en prison. Tu sais, si tu continues comme ça, tu vas finir en prison. Mais mon fils, il était hermétique à ça, parce que comme, c'est lui en fait, comme il l'a dit, il ne se rendait même pas compte qu'il avait un handicap. Il ne l'avait pas intégré. Et moi-même, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps quand j'ai discuté. Pour lui, son handicap, il en a pris conscience il y a quoi? 2 ans, pas plus. Et ce qui est le plus triste, c'est qu'il a pris conscience de son handicap quand il était en préventive à Fresnes. Parce que c'est quand il est arrivé en préventive à Fresnes qu'il a été dit, là, qu'il était dans un quartier de santé aménagée. C'est la première fois qu'un psychiatre m'a appelé, m'a dit, madame, votre fils est là, on va le mettre en quartier de santé aménagée, mais vous inquiétez pas, on va l'aider. C'est la première fois. Il avait plus de 18 ans. Alors qu'on a commencé, il avait, je dirais, 10 ans. Après ça, que vous dire? Que vous dire? Donc, là, moi, je suis arrivée comme un cheveu sur la soupe, je n'étais pas là ce matin, donc je vienne. C'est vrai que tout ce que j'ai entendu, notamment cet après-midi, ça me met quelque part du baume au cœur, parce que je me dis que vous prenez conscience qu'il y a cette pathologie-là. Vous allez commencer à intervenir, c'est des petits cailloux qui vont grossir, on n'en doute pas. Et nous, on fera tout pour que ça grossisse. Et comme là, donc vous allez sauver des enfants. Parce que c'est bien ça qu'il faut que vous vous rendiez compte, vous les sauvez. Si la famille n'est pas derrière, c'est tout ce que vous avez décrit qui arrive. La rue et tout ce que vous voulez. Donc c'est très bien, mais comme le dit Catherine, il y a ceux qui sont passés entre les mailles du filet, et il y a ceux qui sont maintenant adolescents, voire jeunes adultes. Et là, on a un manque criant de référents. Moi, mon fils, il va passer en cour d'assises. Je vais vous dire ce que m'a dit le psychiatre quand il a su. Il m'a dit, oh bah, à une lettre près, il aurait pu être voleur. Dixit. Avec ça, vous ressortez sans lui voler dans les plumes, mais c'est très difficile. Et donc, là, il va passer donc, en cour d'assises, et on se bat pour que Pierre ait un professionnel qui vienne expliquer aux jurés ce qu'est le SAF et les TSAF. Parce que les jurés, ça va être des personnes, même pas comme nous, parce que nous on se sensibilisés, qui ne connaissent pas. Comment on va réussir à leur faire expliquer qu'au moment des faits, Pierre, à l'époque, n'avait pas son traitement, était complètement dans son monde. Comment on va leur faire comprendre ça? Et là,
Parce que, bon, je ne sais pas si vous, je pense qu'en tant que médecin, vous le savez, vous ne pouvez pas, je dirais, venir témoigner, me semble-t-il, pour votre patient. C'est ce que j'ai découvert. Donc on pensait faire venir le psychiatre de ville qui le suit. Mais là, c'est pas possible. Bon, le psychiatre du contrôle judiciaire, comme il le dit, c'est les soins ordonnés par justice, ne peut pas aussi, puisqu'elle a été... Voilà. Donc là, on a un grand vide. Comment on va essayer de faire comprendre aux jurés ce qu'est le SAF et que ça explique. Comme je disais très bien, ça explique. Ça n'excuse absolument pas. Parce que j'ai toujours dit à mon fils, il y a eu ces faits, mais il y a eu des victimes. Il ne faut jamais les nier. Pour lui, et surtout pour la victime. Ça, c'est évident. Mais comment faire comprendre aux jurés ce que c'est? Qu'ils ne soient pas condamnés encore à de la prison. Parce que la prison, les médecins me l'ont dit, ça ne servira strictement à rien. Strictement à rien. Mon fils, quand je suis allée voir une semaine, un mois, parce que le temps d'avoir les permis et tout ça, c'est... Bref, je l'ai retrouvé pas lavé, les dents, c'était même plus des dents blanches, ben, il n'avait plus ses repères. Il s'est complètement laissé aller. Donc, pour vous donner une idée, le premier parloir, c'est 45 minutes, ça a été une demi-heure, ou comme on dit familièrement, je suis remonté les bretelles. J'ai dit, tu me décris ta cellule, c'est comme ça qu'il faut fonctionner. Tu décris ta cellule, parce qu'on n'a rien, on n'a pas de papier, on n'a rien, voilà. Tu me décris ta cellule et tu me dis comment tu t'organises. Donc pendant une demi-heure, voilà, tes abyssales, le sac là, comme ça, tu fais ci, tu fais ça. Non, tu prends pas de Nutella, tout ça, etc. En été, il prenait du lait, je vous explique pas, il n'y a pas de réfrigérateur, donc il le mettait sur la fenêtre qui était au soleil, enfin, c'est tout ça. Donc il a fallu tout à nouveau lui expliquer, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il faut petit à petit lui dire, ben voilà, tu dois faire ça, tu dois faire ça. Deux maximum de consignes. Une fois que c'est intégré, on passe à une autre consigne. Et ainsi de suite. Voilà. Mais c'était, heureusement qu'il était en quartier de santé aménagé, avec des détenus, je dirais, lambda. Je ne sais pas du tout ce qui serait devenu. Donc, voilà l'importance que vous avez de les détecter très jeunes, mais également de sensibiliser, je dirais, vos collègues qui voient des enfants de 10 ans, 11 ans, et plus, qu'ils aient le réflexe. Quand les parents leur disent « il y a peut-être une suspicion, il y a peut-être… » qu'ils nous écoutent un tout petit peu. Un tout petit peu. Voilà. Merci.